Bonsoir chers élèves, bienvenue dans votre émission Télévision et scolaire. Donc c'est un programme initié par le ministère de l'Éducation nationale. Cette émission va comporter une série de séances qui va couvrir et vous accompagner toute l'année scolaire. Donc je me présente, je m'appelle Abdoul Bekay Diallo, connu plus sous le nom de Abderrazak. Aujourd'hui nous allons voir notre première séance qui est le calcul dans R. Donc, le calcul dans R, c'est-à-dire les nombres réels. Mais en premier lieu, il consistera à construire cet ensemble R. Donc, nous allons commencer par ce qu'on a déjà vu les années précédentes, en première année, en deuxième et en troisième. Le premier ensemble que nous avons construit, ce sont les entiers naturels. Notez grand R. Mais qu'est-ce que c'est qu'un entier naturel? C'est un nombre composé de deux parties, une partie décimale nulle et qui n'est pas précédée du signe moins. Et on a raison de poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un nombre entier? Je prends un exemple simple. Si vous avez 12, vous le divisez par 3, le quotient est égal à 4 et le reste égal à 0. Donc nous disons le quotient est entier. Cet ensemble R est composé d'une infinité de nombres. Donc si nous représentons n, nous dirons que R c'est 0, 1, 2, jusqu'à plus l'infini. Chaque nombre ici a un suivant et un précédent. Si nous avons à le représenter sur un ensemble qui est géométrique, ça va être une demi-droite. Le plus petit, c'est 0, suivi de 1, de 2, de 3, jusqu'à plus l'infini. Donc on dit que l'ensemble des entiers naturels est un ensemble infini. Chaque nombre ici possède un précédent et un suivant, sauf 0 qui n'a pas de précédent. Est-ce qu'il existe un entier naturel plus grand que tous les autres? Non. C'est un ensemble infini. À chaque fois qu'on donne un entier naturel, il est possible de trouver un entier naturel qui lui est supérieur. Si vous avez n comme un entier naturel, alors n plus 1, c'est son suivant, et n moins 1, c'est son précédent. Après cet ensemble des entiers naturels, nous avons besoin d'un autre plus élargi, qui sont les entiers relatifs. Les entiers relatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un entier relatif? On dira trivialement, de façon très simpliste, qu'un entier relatif, c'est tout simplement un nombre entier naturel précédé du signe moins ou du signe plus. Donc, cet ensemble-là, si nous avons à le représenter, nous allons construire une droite. Donc, dans la partie droite, nous pouvons dire que ce sont les entiers relatifs positifs, comme ici 1, 2, 3, 4, jusqu'à plus l'infini. Et dans la partie de gauche, ce sont les entiers relatifs négatifs comme moins 1, moins 2, moins 3. Mais on a raison de poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un entier relatif positif et un entier relatif négatif? Un entier relatif positif, c'est tout simplement un entier relatif qui est supérieur à 0. Et tout ce qui est inférieur à 0, que nous avons placé à la gauche de notre droite gradiée, est un entier relatif négatif. Également, cet ensemble est infini. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas lister tous les entiers relatifs. Donc, on ne peut que donner quelques exemples. Comme dans les entiers naturels, entre un nombre et son précédent, il n'y a pas d'entier naturel. Et pour les entiers relatifs, entre un nombre et son suivant, il n'y a pas d'autres entiers relatifs qu'on peut intercaler. 2, c'était les entiers relatifs, et 3,
ce sont les décimaux relatifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un décimal relatif? Mathématiquement parlant, le décimal relatif, c'est tout nombre qu'on peut écrire sous la forme de A sur 10 exposant n. Avec A, un entier relatif, j'avais oublié ici de mettre ici l'ensemble n est noté grand Z. Et le n appartient, si vous voulez, aux entiers naturels. Donnons un exemple. Quand on dit 0,5, ce nombre-là est un décimal relatif car il faut le ramener à une écriture sous la forme A sur 10 exposant n. Ici, nous pouvons dire c'est 5 divisé par 10 exposant 1. Donc, nous l'avons ramené à cette écriture-là. Bon, maintenant, nous allons prendre la petite notion et la définition triviale que nous donnons. On dit qu'un décimal, c'est un nombre composé de deux parties, une partie décimale non nulle et une partie entière, comme 12,54. La partie décimale, c'est 54 et la partie entière, c'est 12. Mais plus précisément, comment on reconnaît un décimal relatif? Le décimal relatif, c'est un nombre dont la partie décimale est finie. Donc, il a un développement limité fini. Ici, il y a deux chiffres. Donc, si on veut prouver que c'est un décimal relatif, il faut l'écrire sous la forme de A sur 10 exposant n. On voit ici qu'il y a deux chiffres après la virgule. Donc, on écrira 1254 divisé par 100, parce qu'il y a deux chiffres. Et donc égal à 1254 sur quoi? Sur 10 exposant 2. Donc, elle a la forme de A sur 10 exposant n. Donc, l'ensemble des décimaux relatifs est noté grand D. Et bien sûr, il est composé de deux parties, des décimaux relatifs positifs qui sont supérieurs ou égaux à 0 et des décimaux relatifs négatifs qui sont inférieurs ou égaux à 0. Alors, est-ce que ce sont ces trois ensembles-là que nous avons? Non. On peut encore élargir la famille des ensembles. Nous allons ajouter à cet ensemble-là un quatrième ensemble qui est les nombres rationnels qu'on note grand Q. Mais qu'est-ce que c'est qu'un rationnel? Un rationnel, c'est un nombre qu'on peut écrire sous la forme de A sur B. Un rationnel qui est égal à A sur B, avec A élément de Z et B élément de Z étoile. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire. Un exemple, quand je dis, vous avez un nombre 2 sur 5. Ce nombre-là est un nombre rationnel. Pourquoi? Parce qu'il a été écrit sous la forme de A sur B. 2, c'est un nombre entier et 5, c'est un nombre entier. Donc, son nombre est élément de Q. Vous avez encore d'autres exemples. Moins 1 sur 3, c'est un nombre aussi rationnel. Quand on me donne 2,1, on me demande est-ce que ce nombre est rationnel ou pas. Il faut essayer de l'écrire sous la forme de A sur B. Si nous parvenons à l'écrire sous la forme de A sur B, ça veut dire que c'est un élément de Q, c'est-à-dire c'est un nombre rationnel. Mais si il est impossible de l'écrire sous la forme de A sur B, ça veut dire qu'il n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. Essayons. Quand vous avez 2,1, nous pouvons l'écrire 2,1 sur 1. Mais pour égaliser les chiffres qui sont après la virgule, on peut mettre virgule 0. Et on peut donc supprimer les virgules et nous aurons 20 sur 10. 21 sur 10. Et 21 appartient à Z et 10 appartient à Z, d'où
l'appartenance de ce nombre à qui. Donc on dit que 2,1 est un nombre rationnel. Jusqu'à là, nous avons vu les entiers naturels, les entiers relatifs, Z, les décimaux relatifs et les nombres rationnels. Donc, est-ce que les ensembles sont finis? Non, nous allons essayer d'élargir à ces nombres. Parce que si nous avons des nombres qui sont rationnels, il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à écrire le nombre qu'on nous donne sous la forme de A sur B, avec A entier et B entier, donc le nombre n'est pas rationnel. Essayons de donner un exemple. Racine de 2. Racine de 2, c'est un nombre qui n'est pas rationnel, parce qu'il est impossible de l'écrire sous la forme de A sur B. Pourquoi? Parce que sa partie décimale a un développement infini. Comme qu'il a un développement infini, donc nous ne pouvons pas l'écrire sous la forme de A sur B. Alors, s'il n'est pas rationnel, comment l'appelle-t-on? Ce sont des irrationnels. On dit que racine de 2 ou bien pi, ce sont quelques exemples des irrationnels. Alors, je pense que la photo elle est complète. Si nous avons des nombres qui sont des entiers naturels, des entiers relatifs, des décimaux, des nombres rationnels et des irrationnels, nous parvenons à un ensemble appelé L qui est composé des nombres rationnels et des nombres irrationnels. Alors, pourquoi je me contente tout simplement de dire des rationnels? Parce qu'il y a une inclusion entre les ensembles. C'est-à-dire que tout entier naturel est inclus dans les entiers relatifs. Les entiers relatifs sont inclus dans les décimaux relatifs. Les décimaux relatifs sont inclus dans les nombres rationnels et les nombres rationnels et les irrationnels composés nous donnent un autre ensemble appelé R. Ce sont l'ensemble des nombres réels et que nous notons R. Donc les nombres réels. Donc qui est constitué des nombres rationnels et des irrationnels. Et sa notation, c'est grand L. Donc, voilà la famille des ensembles constitués. La plus petite, le plus petit des ensembles, ce sont les entiers naturels, suivis des entiers relatifs. Et les entiers relatifs sont inclus dans les décimaux relatifs. Les décimaux relatifs sont une partie des nombres rationnels et parmi les rationnels, il y a encore d'autres nombres qui ne sont pas rationnels. Donc cette inclusion a un sens, mais elle ne fonctionne pas dans le sens forcément inverse. Si vous êtes un entier naturel, forcément vous êtes un entier relatif, et tout entier relatif étant décimal, et tout décimal étant rationnel. Alors, il est important de savoir mettre la frontière entre les ensembles. Donc, c'est pourquoi, dans l'activité suivante, nous pouvons donner ce petit exercice-là. Nous allons donner ce petit exercice. Nous allons vous dire, exercice 1, compléter le tableau suivant. Donc ici, c'est un nombre qui a été proposé. Ici, c'est l'ensemble N, suivi de l'ensemble Z, l'ensemble D, l'ensemble Q et l'ensemble R. Par exemple, vous avez 3,5, vous avez moins 4, vous avez 10, vous avez racine de 3 et vous avez, pour terminer,
1 demi. Donc, on vous a proposé une série de nombres. Il vous appartient à voir pour chaque nombre comment le placer. Est-ce que 3,5 appartient à l'ensemble n, qui sont les entiers naturels? Est-ce qu'il appartient à z, à d, ou à qui et à r? Il peut arriver qu'un nombre appartienne dans l'un ou quelques-uns de ces ensembles et qu'il n'appartient pas dans d'autres. Donc, je vous laisse réfléchir pour quelques minutes et on revient à la correction, n'est-ce pas, de cette activité-là, de cet exercice. Alors, nous revenons pour faire la correction. J'espère que, d'après ce qu'on a expliqué, il faut bien se rappeler que la construction de l'ensemble L est composée des sous-ensembles. Donc, ces sous-ensembles-là sont les entiers naturels, les entiers relatifs, Z, les décimaux relatifs, D, les nombres rationnels qui, et bien sûr, les nombres rationnels composés avec les irrationnels nous donnent l'ensemble R. Vous avez ici 3,5. Quand nous visualisons ce nombre, nous voyons que sa partie décimale n'est pas nulle. Donc ce nombre n'est pas entier. Alors il n'appartient pas aux entiers naturels et il n'appartient pas aux entiers relatifs. Mais par contre, il a une partie décimale finie. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons l'écrire sous la forme de A sur 10 exposant n. Donc, il appartient à D. Donc, on peut le mettre ici. Et tout nombre, comme on a dit, s'il est décimal, alors forcément, il est rationnel. Donc, on peut le placer également 5. Et tout rationnel étant nombre réel, alors je peux également le placer dans ce groupe de nombres. Et vous avez ici moins 4. Moins 4, c'est un nombre entier parce que sa partie décimale est nulle. On peut écrire autant de zéros qu'on veut, mais elles ne vont pas compter. Donc, le moins 4 est un nombre entier. Mais par contre, il n'est pas entier naturel. Du fait de quoi? Parce qu'il est précédé par le signe moins. De ces conditions, on ne va pas le mettre avec les nombres entiers naturels. Mais c'est un entier relatif. Mais comme que tout entier relatif est un décimal, il est également un décimal relatif. Et tout décimal relatif étant rationnel, et tout rationnel étant réel. Et vous avez ici le nombre 10, c'est un nombre entier, parce que 10, c'est 10,0, la partie décimale est nulle, et qu'il n'est pas précédé du signe moins. Alors, c'est bien un entier naturel, 10. S'il est entier naturel, forcément, il est entier relatif. Et s'il est entier relatif, il est décimal. S'il est décimal, il est également rationnel. Et s'il est rationnel, bien sûr, il appartient à l'ensemble des nombres réels. Et regardons maintenant racine de 3. Quand nous interrogeons notre calculette, nous voyons que la partie décimale est infinie, c'est-à-dire les chiffres qui sont après la virgule. Donc, ça veut dire qu'il est impossible de l'écrire sous la forme de A sur B avec A entier et B entier. Alors, nous n'allons pas le mettre avec les entiers naturels parce qu'il n'appartient pas. Ce n'est pas un entier relatif. Ce n'est pas un nombre décimal. Et faisons la part des choses. Ce n'est pas tout nombre qui possède une partie décimale est un nombre décimal. Par exemple, si je prends 1 sur 3, qui est un nombre rationnel. Quand nous faisons la division, nous voyons qu'elle a 3 et que la partie décimale est composée de 3 qui se répètent et qui sont infinis. Donc, si la partie décimale est infinie, alors son nombre n'appartient pas à D. Alors, il n'appartient pas à D, mais par contre, il appartient à qui? Donc, c'est un nombre qui appartient à... Non, il n'appartient pas également à qui? Parce que la partie décimale n'est pas périodique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffre après la virgule qui se répète. Donc, si la partie décimale ne se répète pas, n'est pas périodique,
alors ce nombre-là ne peut pas être écrit sous la forme de A sur B. De ces conditions, il faut l'exclure, n'est-ce pas, de l'ensemble qui. Mais par contre, c'est un nombre quoi, réel. Et pour finir, vous avez un demi. Bien sûr, quand nous donnons son écriture décimale, 1 sur 2 égale à 0,5. Ce n'est pas un entier naturel parce que la partie décimale n'est pas nulle. Il faut l'exclure de cet ensemble-là. Mais est-ce qu'il appartient à Z? Non, il n'appartient pas à Z pour la simple raison que sa partie décimale n'est pas nulle, donc il n'est pas un entier. Alors il n'appartient pas à cet ensemble. Est-ce qu'il appartient à D? Oui, certes, il a une partie décimale, mais une partie décimale finie, c'est-à-dire les chiffres qui sont après la virgule sont comptables, on peut les dénombrer. Ici, il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule, alors il appartient à cet ensemble-là. Il appartient à l'ensemble D. Donc on met ici un demi. Comme qu'il est décimal, forcément il est rationnel. S'il est rationnel, il est également réel. Donc voilà cet exercice qui nous permet de mettre la frontière entre les ensembles et de savoir est-ce qu'un nombre appartient ou pas dans un ensemble donné. Est-ce que c'est seulement qui existe, mais on peut dire qu'il y a d'autres ensembles de nombres qu'on appelle par exemple les nombres complexes, mais ce n'est pas l'objet de notre cours et on ne le fait pas en 4e année, on le fera dans les classes supérieures. Et cela est très important de savoir faire la frontière entre les ensembles. Je donne un exemple simple. Quand on vous dit résoudre l'équation x plus 2 est égal à moins 4. Si on dit résoudre dans n, résoudre dans n, ça cela veut dire que la solution que vous allez trouver doit appartenir à l'ensemble des entiers naturels. Faisons maintenant la correction ou bien cherchons la solution qui satisfait à cette égalité. X plus 2 égale à moins 4, forcément x est égal à moins 4, moins 2, x est égal à moins 6. Et la valeur que nous avons trouvée, c'est moins 6. Est-ce que moins 6 appartient à n? Non, moins 6 n'est pas un élément de n. Comme qu'elle n'est pas, donc cette équation ne possède pas de solution dans l'ensemble n. Nous disons alors que S est égal à phi. Mais si au lieu de n, c'était Z ou D ou qui, alors bien sûr, moins 6 appartient à Z, alors c'est une solution. Donc cela veut dire que la connaissance des ensembles est fondamentale et savoir faire la frontière. Ça, c'était notre première partie. Alors, toujours dans le calcul dans R, nous allons voir aussi une autre partie extrêmement importante et que parfois on croit que c'est négligeable, mais il a une grande incidence dans le futur. C'est quoi? C'est comment conduire un calcul dans une expression donnée. Exemple, on me demande à effectuer les opérations suivantes. Les opérations suivantes. Vous avez quelques exemples. A égale à 4 fois 2 moins 3 fois 2 et B égale à 2 au carré multiplié par 5 moins 4 au carré fois 2. Et une autre opération, C égale à 2 facteur 3 moins 2 plus 4 moins 6 fois 3. Et pour terminer, D égale à 4. C'est une opération très élaborée. Vous avez 3 moins 4 plus 4 moins 2 moins 3. OK. Alors, ici, il faut faire très attention parce que l'écriture, elle est extrêmement importante en mathématiques. Quand nous revenons à la première opération, nous allons donner
bien sûr la solution. Certainement vous suivez avec moi et que certains déjà ont trouvé les solutions, mais nous allons essayer d'aller pas à pas pour assimiler ces notions qui sont fondamentales dans la conduite d'un calcul. Vous avez A qui est égal à 4 fois 2 moins 3 fois 2. C'est une expression algébrique qui est non parenthésée, c'est-à-dire il y a l'absence des parenthèses. Dans ces conditions, la règle dit, lorsque votre opération est non parenthésée et qu'il y a la présence, n'est-ce pas, des multiplications et des additions-soustractions, il faut donner la priorité à la multiplication et faire les additions et les soustractions après. Ici, vous avez 4 fois 2 et 3 fois 2. Donc, je n'ai pas le droit de toucher à la soustraction que juste après avoir calculé les multiplications, c'est-à-dire les produits. Alors, 4 fois 2 aura pour produit 8 et 3 fois 2 aura pour produit 6. Donc, notre opération va se transformer en une opération de soustraction et je fais 8 moins 6 me donne 2. Alors, là, j'ai respecté une certaine règle, c'est-à-dire la priorité de la multiplication sur l'addition et la soustraction. Et vous avez B égale à 2 au carré fois 5 moins 4 carré fois 2. Alors, on voit dans cette expression-là de la multiplication, mais également des puissances. Alors, 2 au carré égale à quoi? Il faut commencer par les puissances avant la multiplication. Nous disons que les puissances sont plus fortes que les multiplications et les divisions. On n'a pas le droit de toucher à la multiplication s'il y a une puissance. Donc, où sont les puissances? Vous avez 2 exposant 2 et vous avez 4 exposant 2. Je calcule en premier 2 exposant 2 qui est égal à 4 fois le 5 moins 4 exposant 2 qui me donne 16 fois 2. Donc, les puissances ont disparu et qui laissent place à la multiplication. Nous avons, comme dans la règle passée, nous avons la priorité de la multiplication sur la soustraction et l'addition. Donc, nous allons multiplier 4 fois 5 me donne 20, 16 fois 2 me donne 32 et 20 ôté de 32 me donne moins 12. Voilà le résultat de notre opération. Et regardons l'opération C. Égale à moins 2. Voilà. Nous avons moins 2 facteur 3 moins 2 plus 4 moins 6 facteur 3. Alors, quelle est la différence entre ce que nous faisions et ce que nous avons maintenant? Sur le plan syntaxe, on voit la présence des parenthèses. Et ça indique quelque chose. Le moins 2 est multiplié par le résultat de 3 moins 2. Donc, il est correct que de commencer à calculer les opérations à l'intérieur des parenthèses, tout en respectant les règles de priorité que nous avons déjà évoquées. Ici, nous écrivons moins 2, facteur, et 3, on commence les opérations à l'intérieur des parenthèses. 3 ôté de 2 me donne 1, plus 4 ôté de 6 me donne moins 2, mais fois derrière 3. Et là, les parenthèses ont disparu, laisse place à des multiplications, c'est une opération non parenthésée. Nous commençons également par la multiplication. Moins 2 fois 1 me donne moins 2 et moins 2 fois plus 3, donc le moins fois le plus me donne moins et 2 3 fois me donne 6. Et moins 2 moins 6 me donne moins 8. Voilà le résultat de l'opération C. Alors, C est égal à moins 2, il nous reste une seule opération. Et celle-là, elle est plus élaborée. Vous avez D égale à 4, facteur, quoi? Entre parenthèses, 3 moins 4, tout ça là à l'intérieur des crochets qui représentent des grandes parenthèses. Vous avez ici 4 moins quoi? 2 moins 3,
et à l'intérieur, et on ferme les crochets. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On voit qu'il y a un emboîtement de parenthèses, c'est-à-dire qu'il y a des parenthèses à l'intérieur desquelles on a placé d'autres parenthèses. Quand nous voulons calculer, nous allons chercher les parenthèses les plus intérieures et faisant les calculs en remontant vers la surface, c'est-à-dire jusqu'à quand on trouve le résultat de tout ce qui est dans le crochet, on le multiplie par 4. Quelle est la parenthèse la plus intérieure? Elle se trouve ici, c'est 2 moins 3. Alors, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux calculer étape par étape et ne pas se presser. 3 moins 4 plus, j'ouvre la parenthèse 4, mais comme que j'ai souligné ici, ça veut dire que je vais calculer ici, ça va me donner moins 2 moins 3, ça veut dire égal à moins 1, et moins 1 fois moins est égal à plus 1. Donc vous voyez, il y a un rétrécissement de parenthèses. Et là encore, nous allons chercher les deux parenthèses. À l'intérieur des crochets, c'est 4 fois. Et ici, vous avez le crochet. 3 moins 4 me donne moins 1. Et ici, c'est 4 plus 1 me donne 5. Et ces grosses parenthèses-là se transforment, ces crochets-là se transforment à des petites parenthèses 4 fois. Et moins 1 plus 5 me donne plus 4. Et 4 fois me donne 16. Donc, voilà le résultat de nos opérations. Faisons un petit résumé de tout ce qu'on a fait. Vous voyez, ce sont des opérations avec des écritures parfois qu'on trouve très élaborées, c'est-à-dire très complexes. Si on ne prend pas garde, on risque de commettre des impairs, c'est-à-dire des erreurs. Alors, comment maintenant conduire le calcul? Alors, pour vous aider, sorte de memento, d'abord, ce sont les parenthèses P. Si dans votre opération, il y a des parenthèses, nous allons commencer par faire les opérations à l'intérieur des parenthèses et les parenthèses les plus intérieures sont prioritaires. S'il y a disparition totale des parenthèses, nous faisons ce qu'on appelle les puissances. C'est-à-dire comme ici, là, on a fait les puissances parce qu'il n'y avait plus de parenthèses. S'il n'y a plus de puissance, on fait, si vous voulez, soit les produits ou les divisions. Alors, si les produits et les divisions disparaissent dans notre opération, alors vous avez quoi? La soustraction et l'addition. Donc, vous avez l'addition et la soustraction, ce qu'on peut lire PPP DAS. Donc, ça veut dire, on commence par quoi? Les parenthèses. Si l'opération n'est plus parenthésée, nous faisons les puissances. Si les puissances sont terminées, je fais quoi? Les produits, c'est-à-dire les multiplications. Pour ne pas se confondre, on peut dire ici M, c'est-à-dire PPM, DAS, ce sont les multiplications. Et si les multiplications, ou bien en fonction, on peut faire les multiplications et les divisions à la fois. Et s'il n'y a plus de division et de multiplication, nous faisons l'addition et vaut mieux terminer par la soustraction en allant aussi de la gauche vers la droite. C'est comme ça qu'on conduit un calcul. Donc, voilà un peu un exercice sur la manière de conduire un calcul d'une expression algébrique donnée. Et là, nous allons terminer cette séance en donnant un autre exemple, comment nous supprimons les parenthèses et qui est important. Par exemple, on va dire suppression de parenthèses dans une expression. Alors, tout cela est commandé par une règle. Pour l'illustrer, nous allons donner cet exemple-là. Vous avez A égale à 4 moins 7 plus quoi? Plus 2 plus 3 et B est égal à 5 moins 2 moins 4 plus 3 et C égale à moins, il y a un crochet, 4 moins 3 moins et à l'intérieur il y a des parenthèses, c'est 2 plus 1, ok, ça fait peur, mais si on maîtrise la règle, rien ne peut nous conduire à commettre des erreurs, en tout cas normalement. Quand nous revenons un peu à l'expression A, ou bien
à l'opération A. Vous avez A égale à 4 moins 7 plus 2 plus 3. On nous demande de supprimer les parenthèses, donc c'est une consigne. On nous demande à supprimer les parenthèses et à faire les calculs après. Bien sûr, si on laisse mieux sur la conduite à tenir, on peut calculer ce qui est à l'intérieur de chaque parenthèse et on fait l'addition des deux résultats. Mais ici, on nous demande à supprimer les parenthèses puis à effectuer le calcul. Alors la règle est très simple. On couple de parenthèses. Lorsqu'il est précédé par un signe plus, alors nous avons la latitude, la possibilité de supprimer les parenthèses sans apporter de changement de signe à l'intérieur des parenthèses. C'est-à-dire que c'est comme si nous effaçons les parenthèses et on réécrit fidèlement, textuellement, ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Mais lorsque notre couple de parenthèses est précédé par le signe moins, alors là, il faut faire attention. Nous avons la possibilité de supprimer les parenthèses, mais à la condition de changer chaque terme dans les parenthèses par leur opposé. Ici, nous voyons qu'il n'y a pas de signe, donc ça veut dire qu'il y a le signe plus. Donc, si vous le supprimez, on dira que 4 moins 7. Vous voyez que je n'ai pas changé les signes à l'intérieur des parenthèses. Pourquoi? Parce que nos parenthèses sont précédées par le signe plus. Par contre, ici, également, c'est la même chose. C'est précédé par le signe plus. On doit effacer ou éliminer les parenthèses et on réécrit textuellement ce qu'on trouve à l'intérieur. Ici, c'est 2, ça reste 2, plus 3 reste plus 3. Ça devient une simple somme algébrique. Et pour conduire un calcul comme ça, vaut mieux aller de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, 4 moins 7 me donne moins 3, et 2 plus 5 me donne, 2 plus 3 me donne 5, et moins 3 plus 5 me donne plus 2. Voilà le résultat de A. Et regardons le B. B égale à 5 moins 2 moins 4 plus 3. Ici encore, il obéit à la même règle. Nos couples de parenthèses n'ont pas précédé par un titre, donc ça veut dire que c'est un signe plus. Il est égal à 5 moins 2. On ne change pas. Par contre, là, il est précédé par le signe moins. C'est là où il faut faire attention. On doit éliminer les parenthèses tout en changeant les signes des termes à l'intérieur. Quels sont les termes? C'est 4 et plus 3. 4 est positif, on va le remplacer par moins 4. Et plus est positif, ça devient moins 3. OK? Donc, vous avez une opération qui est une somme algébrique. Encore, comme je l'ai fait en haut, 5 moins 2 me donne 3, moins 4 moins 3 me donne moins 7, et 3 moins 7 me donne moins 4. Et pour terminer, avec un peu de fantaisie, vous avez C égale à moins grand crochet, 4 moins, j'ouvre la parenthèse, 3 moins 2 plus 1, je ferme la grande paille et je ferme le crochet. Donc, vous voyez encore, ici, il y a un emboîtement de parenthèses. Il y a une parenthèse qui est coincée entre d'autres parenthèses et ces parenthèses sont coincées entre des crochets. Alors, il faut éliminer, il faut commencer par les parenthèses les plus intérieures. Je reproduis fidèlement ce que j'ai, c'est moins 4, parenthèse 3, et je vais ouvrir à ce niveau-là. Donc, le 2 devient moins 2, le plus 1 devient moins 1. Pourquoi? Je l'ai rappelé tout à l'heure, parce que les parenthèses sont précédées par le signe moins. Alors, on va encore chercher cette parenthèse qui est maintenant la plus intérieure. Ici, c'est moins 4, c'est moins, après c'est 4, moins, ça devient moins 3, et parfois on dit moins fois moins, ça devient plus 2, et moins fois moins, ça devient plus 1. Ou autrement dit, on a remplacé 3 par son opposé, c'est moins 3. Moins 2, son opposé, c'est plus 2. Et moins 1, son opposé, c'est plus 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éliminer les crochets. Et obéir aussi à la même règle. Ici, c'est moins. Donc, tous les termes vont perdre leur signe au profit de leur opposé. 4 devient moins 4.
moins 3 devient plus 3, et plus 2 devient moins 2, et plus 1 devient moins 1. Donc, on est à la présence d'une somme algébrique très simple. Nous allons encore conduire le calcul de la gauche vers la droite. Moins 4 ajouté à 3 me donne moins 1. Moins 2 et moins 1 me donne moins 3. Et moins 1, moins 3 me donne moins 4. Donc, voilà, c'est tout pour cette séance. C'était un peu de construire ensemble R et de voir quelques éléments qui sont extrêmement importants. Aussi, savoir faire la part entre les ensembles, savoir conduire un calcul et bien sûr, savoir supprimer, n'est-ce pas, des parenthèses dans un calcul. Et tout cela extrêmement fondamental. N'oubliez pas qu'en algèbre, il y a des fondamentaux. C'est le calcul, il faut le maîtriser. Et pour les maîtriser, il faut suivre les règles. Voilà, merci, c'était tout. Et pour une autre séance, Inch'Allah, pour une autre leçon dans le calcul dans R.